j'ai le droit de dépasser. Merci Dan. De rien. Excellent, bon bah, on va enchaîner, parler de SEO encore aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde intéressé par le sujet. Tout au long de la journée, en plus, depuis ce matin, il y a plein de monde dans la salle. Donc, tout d'abord, merci Dan et Inneolab pour cette organisation. C'est vrai qu'on l'a fait l'an dernier et on sait que c'est quelque chose d'assez intense. Donc ça, c'est chouette. J'ai beaucoup aussi, merci à la CCI, ça c'est évident. Tous les sponsors qui sont ici, Links Garden, Peps, Evali, Inneolab. Donc le CIC aussi. Et donc, j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler des 10 astuces SEO. Alors, pourquoi alors, qui marchent vraiment? J'ai rajouté vraiment entre parenthèses. C'est vrai qu'en SEO, on n'a pas la science infuse. Ça, c'est la première chose. Donc, en général, on reste quand même assez humble par rapport à ça. Et mon petit challenge que je me suis fixé, ça a été de vous parler de cas concrets 2025, donc que des cas clients 2025, que j'ai vécu, sur lesquels des fois je me suis un petit peu cassé les dents aussi. Des cas des fois un petit peu spéciaux, un peu techniques, et puis d'autres où je vais enfoncer quelques portes ouvertes parce que on se dit bon SEO ouais ça marche, et effectivement ça marche. Donc voilà, ça va. On va parler de contenu un petit peu, de netlinking, d'indexation. Ça c'est un gros sujet aussi, l'indexation. C'est super important. Et on a à peu près une bonne demi-heure devant nous. Donc je m'appelle Thomas de l'agence Hémisphère Web. Si on a le temps, je vous parlerai un petit peu de l'agence à la fin. Je vous l'ai dit, donc aujourd'hui, pourquoi parler SEO encore cette année? Ce que me disait Dan, c'était aussi, est-ce qu'on en parle en 2026? Est-ce que les astuces seront encore valables l'an prochain? J'espère, sauf cataclysme et autres. En général, j'aime bien avoir une approche quand même assez pragmatique. Donc voilà, on verra, mais je ne suis pas trop inquiet. Autant l'an dernier, quand on regardait LinkedIn, ça parlait à fond de SEO. Est-ce que le SEO est mort? Est-ce que ça disparaît? Nos métiers, de quelle manière ils vont évoluer? Et plus on avance dans le temps, et plus on se rend compte que finalement, par rapport à l'IA et autres, le SEO a sa place. Le SEO, c'est un vrai canal d'acquisition, c'est un vrai canal marketing, au même titre que ChatGPT maintenant, au même titre que LinkedIn, que Facebook ou autre. Voilà. Et je voulais commencer par cette petite slide, en fait, pour se dire, voilà, statistiquement, qu'est-ce que ça donne le SEO? C'est une étude SEMrush qui date d'août 2025, donc toute récente. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est en nombre de visiteurs Google en France. En France, c'est presque 3 milliards de visites sur le mois d'août. ChatGPT, par exemple, c'était 150 millions seulement. Donc, il y a encore un gap énorme au niveau mondial. Quand il y a 98 milliards de visiteurs sur Google, sur le mois d'août, on en avait 5 milliards sur ChatGPT. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, c'est la grosse question des clients, c'est la grosse question des responsables marketing, des DIRCOM et ainsi de suite. C'est est-ce que je rate quelque chose en étant sur ChatGPT? Est-ce que je dois transférer mon budget SEO en fait, mon budget SEO, est-ce que je dois le mettre sur d'autres canaux? Moi, j'aime bien en fait regarder des chiffres comme ça, où je me dis, en fait, Google, ils ont quand même beaucoup d'avance. Et on l'a vu en plus dans une conf super intéressante de ce matin. C'était la table ronde, en fait, avec une petite statistique, où il était dit qu'on se rend compte, statistiquement, que les gens qui utilisent ChatGPT ne délaissent pas Google. En fait, c'est un canal de plus. Donc c'est tout l'enjeu pour nous, 2025, 2026, 2027, je ne prends pas trop de risques en disant ça, c'est comment intégrer ces différents canaux dans sa stratégie de communication. Et donc, ok, il y a Google, mais il y en a aussi plein d'autres. Donc voilà, c'était pour poser un petit peu le cadre par rapport à ça. Et là, en fait, j'avais envie un peu d'enfoncer une porte ouverte avec les titles, les fameux titles en SEO. Alors, un title, en fait, c'est le petit lien bleu qui apparaît. Donc, comment ça se code assez facilement, c'est dans l'entête de chaque page. On va mettre une description. Et donc, le title, c'est un poids énorme en SEO. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que j'ai un client, j'en parle juste après, qui avait décidé de faire sauter des mots-clés de son title. Et du coup, on a pu s'amuser à voir ce que ça donnait. Et c'est assez impressionnant. Donc, le point SEO du title, il est fort. Le conseil que j'ai par rapport à ça, c'est mettez vos mots-clés dans le title. Le raisonnement, même s'il est un petit peu old school,
c'est mettez votre requête dans le title, chaque page doit être unique. Si on fait ça, déjà on ne prend pas trop de risques et ça fonctionne. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez aussi faire un truc qui fonctionne, c'est le cas d'une agence immobilière qui a voulu se faire déréférencer quelque part. Ils font une refonte de site, et ils se disent on veut faire simple. Alors, l'agence, on va dire l'agence Bidulimo, ils réduisent leur title à Bidulimo, tout simplement, en se disant voilà pour ma homepage, je fais simple, je mets juste mon nom dans le title. En plus, ils ont été, je pense, un petit peu mal conseillés, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la ville est manquante. On pourrait même rajouter aussi agence, parce que agence IMO, c'est une requête qui est tapée dans Google, est manquante par rapport à ça. Alors comment est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est parce qu'en fait, ils sont passés du top 5 sur la ville où ils sont, Saint-Louis dans le 68, pour ne citer personne, et ils sont passés au top 50 de Google. Ça a été la seule modification qui a été faite sur la page d'accueil, en fait. On rétablit le title, retour dans le top 10. Dans le détail, ils font sauter le title. La semaine suivante, ils passent 54e dans Google, alors qu'ils étaient 5e. On rétablit le title. Donc ça, c'est les petits screens en fait, de la Search Console. Donc ils étaient 54e. La semaine suivante, on a rétabli dès la première semaine ces mots-clés dans le title. Ils passent 37e. Ensuite, ils passent 25e dans Google. Donc on voit que ça prend du temps, quoi. Et il aura fallu 3 semaines pour revenir à l'état initial. Donc avec Google, des fois, il faut être un petit peu prudent quand on modifie son site internet. Si vous modifiez des choses vraiment structurelles, votre H1, votre H2, votre H3, voilà, les titles, vos paragraphes vraiment au cœur de vos articles, ça peut avoir un impact sur Google. Et c'est facile, c'est très facile de déconstruire quelque chose, mais si on laisse faire les choses un peu naturellement pour que ça revienne, on voit en une semaine, on arrive à flinguer un truc, et après ça va être 3 semaines pour revenir quasiment à l'état normal. Donc des fois, dans le doute, contactez votre SEO habituel, posez-lui la question, tiens, je veux modifier ça sur mon site, est-ce que ça a un impact ou pas? Je pense que ça, c'est une bonne astuce aussi. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ici, ça aura pris 3 semaines. Pour continuer avec les titles, mais surtout faire une petite transition, parce que c'est assez fréquent en ce moment, voilà, on se dit, on va refondre notre site internet. Alors, je vous ai préparé comme une petite checklist, voilà, pour avoir plusieurs conseils en un par rapport à ça. Donc, un client, pareil, il nous contacte, enfin, c'était plutôt un prospect qui nous contacte suite à une refonte de site. De toute façon, un site, ça bouge tout le temps, ça c'est normal, c'est vivant. Donc, il a perdu beaucoup de trafic. Alors déjà, on fait un Screaming Frog, c'est-à-dire on utilise un petit logiciel, ça envoie des robots qui extraient les métadonnées du site. On voit que tous les titles, ils ont été dupliqués. Bon, ça explique déjà une première chose, pourquoi il s'est cassé la gueule. Mais les métadonnées, pareil. Et donc, je me suis dit, par rapport à ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut avoir une approche plutôt pragmatique dans une refonte de site? Et donc, je vous ai listé quelques points par rapport à ça. Déjà, le premier, ça va être d'exporter ces URL. Faites une sauvegarde de l'ancien site, exportez les métadonnées. Je vous ai mis entre parenthèses Screaming Frog, c'est un logiciel que vous pouvez avoir installé gratuitement sur votre, qui va vous permettre de crawler le site et d'exporter, même au format Excel après, les titles, métadescriptions, toutes les URL et ainsi de suite. Donc celui-là, gratuitement pour 500 URL. Donc c'est déjà pas mal. Si vous avez un petit site, ça va crawler gratuitement votre site et vous pourrez exporter les choses. Donc déjà, première étape, on garde les données avant de modifier les choses. La deuxième, c'est de se dire, à chaque fois que vous allez modifier une URL, la structure d'une URL, vous changez une lettre dans l'URL, pour Google, c'est une nouvelle page. Donc il faut faire des redirections. Quand on fait une refonte de site, dès l'instant qu'on change une URL, mais il faudra indiquer à Google, ça c'est mon ancienne page, et voici ma nouvelle. Dans le jargon technique, on parle de redirection 301 par rapport à ça. Un bon vieux Excel, ça peut fonctionner. Vous listez vos URL que vous avez modifiées et vous mettez en face les nouvelles URL. Ça sécurise la chose. Ensuite, important, le tracking. Vous vérifiez,
vos éléments de tracking. Souvent, ça arrive aussi, on fait une refonte de site, on a les balises Google Analytics qui sautent, on a Google Tag Manager qui est déconnecté, et ainsi de suite. Donc, vérifier que tout le tracking est là. Et après, à la mise en ligne aussi, vérifier que le nouveau site il est bien en index. Et des fois, ça arrive. Enfin, c'est un cas assez courant. Ça. Très, très courant. Ouais, c'est un truc de dingue. Là, j'y repensais. Il y a bientôt des élections municipales. Là, c'est l'an prochain, je crois, à Strasbourg. Et donc, aux précédentes élections municipales, je suis contacté par un parti politique qui me dit, ben voilà, notre site, il apparaît pas dans Google. Ah, ok. Alors je pars un peu bille en tête en me disant, bon, ils ont eu trop de liens, ils ont fait des erreurs et tout. Je regarde, ils avaient des beaux backlinks en fait, de France 3, de TF1, de M6, ainsi de suite. Le site a une structure tout à fait propre. Je vois que c'est un site WordPress, je me connecte à l'interface d'administration, je vais dans les paramètres. Je voyais que le petit bouton « Ne pas indexer ce site » était coché. Donc vraiment, truc tout bête, j'ai décoché, j'ai sauvegardé, 2 heures après, le site était indexé, il apparaissait dans Google, alors que ça faisait quand même 2 mois qu'il n'apparaissait pas dans Google. Et il s'était dit, bah oui, ça prend du temps, le référencement et tout. Non, en fait, et on le voit fréquemment. Et c'est normal, parce qu'en fait, quand on fait une refonte de site, souvent on a la tête dans le sac. Les développeurs, ils n'ont pas forcément non plus les compétences SEO pour ça. Et donc, bah, il faut penser à se dire, est-ce que mon site est bien indexable quand je le lance, tout simplement. Parce qu'en fait, la plupart du temps, il est en non-index le temps du développement, parce qu'il ne faut pas qu'il apparaisse dans les moteurs de recherche, il ne faut pas qu'il soit visité et tout, parce que c'est un doublon. Donc le temps du lancement, le site, il n'apparaît pas dans Google, parce qu'il y a dans le code source une petite ligne de code qui indique au robot de Google de ne pas le visiter, de ne pas l'indexer, en tout cas de ne pas l'indexer. Et donc ça, il faut penser à l'enlever. Et des fois, c'est tellement évident qu'on pense à la communication qu'on va faire après, et tout, et puis maintenant, il y a ça aussi à faire. Donc je voulais faire ce petit aparté-là, et après, une fois qu'on a un joli site internet, avec des choses qui tiennent la route à l'intérieur, il y a du trafic. Donc c'est bien d'avoir du trafic sur son site. Et il y avait un petit sujet en SEO sur l'acquisition de trafic par rapport à ça, que j'ai pu tester, et que je trouve assez intéressant. C'est en lien avec du Google Ads, en fait. C'est se dire, si j'ai un afflux de trafic sur mon site, donc si mon site a plus de visiteurs, est-ce que je vais progresser en SEO, sans rien changer? Et j'ai un cas assez parlant de ça, où je vous laisse deviner quand est-ce qu'on a commencé le Google Ads, et quand est-ce qu'on a arrêté le Google Ads sur la page en question. C'est flagrant. Alors que la courbe, c'est juste du SEO, c'est pas du ads. Les gens qui cliquent sur du ads, ils sont pas pris en compte par rapport à ça. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait une campagne Google. Google a vu qu'il y avait plus de visiteurs sur le site. Donc mécaniquement, il a fait remonter le site internet sur le mot-clé dans la SERP de manière naturelle. Et donc le mot-clé, qui était assez loin, il a remonté dans Google de manière naturelle. Et il a été un peu sous perfusion le temps du Google Ads avec des visiteurs qui allaient sur le site et qui allaient sur la page. Mais quand on a arrêté le Ads, quand on a retiré la perfusion, c'est redescendu. Donc ça, c'est un enseignement qui est extrêmement intéressant. Parce que ça veut dire une chose. Ça veut dire que déjà, quand on gagne du trafic, ça peut être un signal positif pour Google. Google, il va se dire, ok, ce site-là, il y a une actualité qui est chaude autour parce qu'il y a plus de monde. Donc s'il y a de l'actualité, il peut être pertinent. S'il est pertinent, je le remonte, je teste. Par contre, si ça redescend après, ça veut dire que la page, elle ne tient pas la route. Ça veut dire qu'elle est bancale. Donc ça, l'enseignement à tirer par exemple avec ce type de page, ça veut dire que ça ne répond pas aux attentes de Google en termes de contenu, en termes de qualité. Donc si vous avez, suite à des actions marketing et autres, une page qui progresse et après ça reste, ça veut dire que le contenu, il est bon. Ça veut dire que la page, elle est bonne. Par contre, si ça redescend mécaniquement, ça veut dire que là, votre page, c'est pas la peine. Ça tient. Donc, vous pouvez la retravailler sans hésiter, revoir le contenu, changer les titres, les sous-titres et ainsi de suite. Et ça, c'est un cas qui reste quand même relativement rare, mais bon, que j'ai pu voir cette année. Donc, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous.
toujours sur l'acquisition de trafic. Chaque année, je donne des cours à la fac, grâce à Dan en plus. Petit clin d'œil, j'ai récupéré ses élèves après le Covid. Et donc du coup, ben, j'ai un site test sur lesquels les jeunes se font la main. Je leur fais rédiger des articles, je leur ouvre les clés du WordPress et venez, on va faire un peu de SEO dessus. Ça, c'est toujours rigolo. Donc les gros pics de trafic qu'on voit ici, ben, c'est le mois de septembre à la rentrée. Sur ben, l'an dernier, c'était 3 cours. Là, cette année, il y en a eu 2 avec ça. Pareil, on se dit, ben, ok, si jamais il y a plus de trafic, est-ce que le site ben, va progresser? Là, en l'occurrence, non. Un point très intéressant par rapport au travail qui avait été fait l'an dernier, les jeunes, ils avaient plein de questions sur l'IA. Alors c'était, ouais monsieur, l'IA, est-ce que ça marche? ChatGPT, ah oui, mais je vous assure, en SEO, c'est bien. J'aurais dit, ok, si vous voulez, on va tester. Et donc, je leur ai fait rédiger une quarantaine d'articles quand même, où c'était à peu près bien structuré, mais 100% IA. Bon, on voit que là, en 12 mois, il n'y a pas eu plus de trafic avec les articles IA. Donc c'est pour ça, ça fait le lien aussi avec les conférences précédentes et la rédaction de contenu. C'est quand même important de personnaliser ce que vous faites. Si vous prenez du ChatGPT, un pseudo-prompt qui a l'air bien, en fait non, Google il va pas aimer. Et ce qu'on a fait ben, cette année là ici, ben, c'était de regarder les articles, et il y a une grosse masse d'articles qui n'a pas été indexée par Google non plus. Google a visité les articles et il a décidé de ne pas les indexer, parce que ça ne répondait pas justement aux critères de qualité. Donc voilà, mon conseil, c'est pas de texte 100% de ChatGPT. Si vous avez une base IA, personnalisez-la, mettez votre patte, mettez votre expérience. Ça, ce serait extrêmement intéressant. Parce que quand on fait aussi des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Google, bon, on peut se faire blacklister par Google. Et c'est rigolo, là j'ai coup sur coup en août et en septembre 2 prospects qui m'ont contacté par rapport à ça en disant ben, notre site web WordPress a été piraté et du coup on n'arrive pas à récupérer le référencement qu'on avait. Et ben, je prends les URL, je vois les URL qui ont été déréférencées, ils avaient nettoyé leur site. Donc en fait c'est le contexte, site WordPress pour une agence de voyage, site WordPress qui a été piraté il y a quelques mois. L'agence de voyage a nettoyé le site avec un informaticien et tout, donc le site est sécurisé à nouveau. Par contre, quelques mois plus tard, ben, Google ne veut toujours pas le remettre comme avant et ne veut toujours pas réindexer le site. Donc quand on envoie les URL à travers la Search Console pour indexation, on a ce petit message d'erreur avec demande d'indexation refusée. Donc mon conseil, parce que je parle d'astuces et autres, ben en fait là le conseil c'est si vous avez des sites, là c'est un conseil technique, c'est gardez-le à jour, gardez-le sécurisé. Parce que ça peut être extrêmement problématique. Une fois que Google vous a blacklisté, ça peut être très compliqué d'en sortir. Et là, ce qui est encore plus difficile, c'est que dans la Search Console, il n'y a pas de pénalité, en fait. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des sites WordPress qui sont pénalisés. Il y a un message en rouge qui est dans la Search Console en disant le site a été piraté, voilà. Donc là, c'est clair qu'il est retiré de Google. Et après, bon, on pouvait changer à travers la Search Console avec les gens de chez Google pour dire c'est bon, j'ai nettoyé le site, vous pouvez vérifier. Et du coup, le site se réindexait. Mais là, en fait, il n'y a plus ce type de communication. Donc clairement, des fois, il vaut mieux prévenir que guérir et veiller à la bonne santé de son site. Ça peut être pareil en netlinking aussi. Le netlinking, c'est une technique qui est extrêmement forte. Il y a Guillaume qui en a très très bien parlé. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut très très bien faire. Si on y va comme un bourrin, qu'on se retrouve avec une pénalité Google, après on va sacrément ramer, ou des fois le domaine peut être carrément flingué aussi par rapport à ça. Donc voilà un petit SEO sain. Alors ça c'est mon côté white hat en fait par rapport à ça. Un peu de contenu, et après du netlinking qui tient la route, ce sera très bien. Et ça me permet de faire la jonction justement avec l'astuce suivante, où c'est un paysagiste en fait qui avait contacté des potes à lui
qui avait un réseau de sites, un PBN, ça s'appelle. Et donc, ce réseau de sites, le paysagiste en fait se lançait dans les services à la personne. Et il me dit, bah, écoutez, en fait, moi c'est bon, j'ai fait du netlinking. Et mes amis, ils ont des super sites. C'est Happy Senior, c'est Le Senior des années, Au Senior, JeuneSenior.net, Résidence Senior, et ainsi de suite. Donc des sites qui semblent super pertinents. Et chacun de ces sites externes envoyait un lien au site du paysagiste qui faisait des services à la personne. Donc c'est une démarche qui est plutôt cohérente. Par contre, ces amis qui faisaient du netlinking, ils n'étaient pas allés au bout de la chose. Et quand on regarde, en fait, là, c'est les petits Google en rouge, ça veut simplement dire que les pages n'étaient pas indexées. Donc se dire, en fait, il avait peut-être des super backlinks. En plus, c'est des sites qui ont du TrustFlow, qui ont des indicateurs de confiance qui sont tout à fait corrects. Mais si Google n'indexe pas les pages distantes, vous ne pourrez pas bénéficier de la force des liens, vous ne pourrez pas bénéficier des liens. Donc quand vous faites du netlinking, que vous obtenez des liens de quelqu'un d'autre, assurez-vous que ces pages-là seront bien indexées. Pas votre page en fait, c'est la page des autres. Et donc voilà, en fait ça c'est quelque chose que Linksgarden par exemple suit très très bien. Et si jamais il y a un truc qui n'est pas indexé, on leur envoie un petit message et dans les 10 minutes c'est fait quoi. Mais des fois, en fait, qu'on recherche des liens et on contacte des fournisseurs, des partenaires. Coucou, tu veux pas mettre un lien vers mon site? Ok, il crée une page et tout, mais sa page, elle ne s'indexe pas. On ne bénéficie pas encore de l'impact SEO de ça. Donc pour moi, en fait, une bonne stratégie de netlinking, elle est clôturée. Alors même si c'est jamais clôturé, parce qu'en plus, après, un lien s'avie et ainsi de suite. Mais en tout cas, vraiment, une étape clé, ça va être l'indexation du backlink. Ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Si ce n'est pas indexé dans Google, il n'y aura pas d'impact SEO. Parce que Google, justement, il visite des fois les pages, mais il ne les référence pas. Ça, c'est un truc, des fois, on ne comprend pas. On comprend pas. Là, j'ai un client, il a 30 000 visiteurs par mois, à peu près. Il publie régulièrement des articles de blog, uniques, zéro IA. Ça tient la route. Ces articles, j'aime bien les lire. Ils sont intéressants, en plus. Ils sont bien rédigés. Il en publie 5. Il y en a 3 qui vont s'indexer et 2 qui vont... On ne sait pas pourquoi, ils ne se référencent pas, ces articles-là. Il suffit d'informer Google, on les renvoie via la Search Console, ça s'indexe. Donc en fait, Google va visiter les sites et des fois, pour des raisons de budget, des raisons X ou Y, il ne va pas le rajouter dans son index Google. Donc ce qu'il faut aussi avoir à votre niveau, c'est quand vous publiez des nouvelles pages de votre site internet, regardez si les pages elles s'indexent. Et moi j'aime bien en fait laisser d'abord une indexation naturelle, parce qu'en fait ça va être un indicateur de est-ce que Google il aime bien mes pages ou pas. Si vous publiez une page, une nouvelle page, un nouvel article de blog sur votre site, et que vous voyez qu'au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, la page elle est référencée dans Google, c'est bon, ça veut dire que Google il a visité votre site, il a apprécié la page, il l'a référencée. Si au bout d'une semaine, Google n'a pas référencé votre page, si au bout de 2 semaines, Google n'a pas référencé votre page, c'est que soit Google a besoin d'être un peu poussé par rapport à ça, ou alors c'est que le contenu de la page ne convient pas. Et donc un des éléments, ce sera la Search Console, c'est un outil gratuit de Google qui vous aidera à avoir les réponses par rapport à ça. Et donc ça, c'était toujours un paysagiste, mais là du côté de Belfort. Voilà, là je suis un peu sorti de l'Alsace pour cet exemple-là, où c'est un ancien informaticien qui a créé des pages à la volée. C'est-à-dire qu'il avait une base de texte, et en fait il a créé 50 pages, quasiment similaires, sauf qu'il a changé le nom de la ville et le nombre de personnes qu'il y avait dans le village, et les choses comme ça. En fait, c'était des techniques SEO qui fonctionnaient. Ouais, je suis sûr, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, ça marchait encore à peu près. Puis là, depuis les updates Google, si vous prenez du contenu, vous changez juste quelques éléments dans la page, il y a moins de chances en fait que ça se référence. Donc vraiment, cherchez à bien personnaliser les différentes pages, c'est toujours, ça en vaut la peine, vraiment. Alors la petite méthode par rapport à ça, vous avez Google qui visite vos pages, qui ne les référence pas, ou même qui ne visite pas vos pages. Déjà, la première des choses, vous avez la Search Console. Vous pouvez envoyer les pages à travers la Search Console de Google. Ça, vous avez là au-dessus, en fait, le petit lien pour faire ça.
Ensuite, si Google n'a pas référencé votre page, ça veut dire que le contenu, il est peut-être pas top, il est peut-être pas assez personnel, pas assez personnalisé, il manque peut-être des aspects. Donc après, vous pouvez vous faire aider par l'IA pour avoir des éléments en plus par rapport à votre contenu, voir ce qui pourrait manquer. En tout cas, n'ayez pas peur souvent de retravailler un petit peu ce contenu-là. Google l'a visité, vous a pas indexé, ben, vous reprenez les choses. Le maillage interne, ça c'est important. Donc c'est-à-dire qu'il faut que la nouvelle page, ben, elle reçoive aussi en interne des liens. Alors souvent, ça va être par la page d'accueil du blog, mais ça, c'est pas super. Donc retournez sur des anciens articles qui parlent du même sujet, et sur le mot-clé de la nouvelle page, vous envoyez une encre, en fait. Vous faites du lien en interne. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. On pourrait faire juste une conférence sur le sujet, tellement ça peut être complexe et tellement il peut y avoir aussi un retour sur investissement. Donc là, on va parler plutôt d'autorité interne pour les différentes pages. Après, ben, il y a aussi les liens externes qui peuvent vraiment pousser la page, qui peuvent dire à Google, ben, coucou, ma page, en fait, celle-là, elle est meilleure que les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ben, ils mettent du lien vers ma page. C'est qu'elle est pertinente. Donc voilà un peu cette petite chose-là. Après, je pourrais aussi parler du sitemap. Il y a pas mal d'éléments autour, de passer par des indexeurs aussi pour tout ça. Mais déjà, si on fait ça, on a une approche SEO qui va être relativement rationnelle. Et j'ai eu le cas où on a dû référencer un site internet en 2 heures, où c'était dans le cadre d'une association, en fait, avec l'UCC Grand Est, c'est l'Union des conseillers en communication. C'est une association qui regroupe les agences de com. Et tous les 2 ans, en fait, on consacre 2 journées complètes à des associations pour les aider. Et donc là, c'était une assoce qui n'avait pas de site internet. Donc on a pris un nouveau nom de domaine. Le nom de domaine partait de 0. On l'a acheté le matin à 10 h du mat. On a monté un WordPress dessus. On a mis des jolis textes. On a cherché des images. On a mis des liens en interne, les titles, les métadescriptions. Voilà, on a tout bien fait. On a connecté le nouveau site à la Search Console aussi. On a envoyé le sitemap à Google à travers la Search Console, c'est-à-dire qu'on a utilisé la Search Console pour envoyer à Google la liste de toutes les pages du site. Comme ça, Google était informé du nouveau site aussi. Après, on est même allé plus loin avec la Search Console. On a pris les pages principales individuelles et on les a collées dans le petit moteur de recherche. Et puis on a demandé individuellement une indexation à Google. Mais en fait, au bout de 24 heures, il ne s'est rien passé. Google n'avait toujours pas référencé le site. Alors là, franchement, on se sent démuni. On se dit, ben, j'ai envoyé le sitemap, Google l'a lu. J'ai envoyé les pages pour indexation. Google a visité les pages, il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi il ne se passe rien? En fait, c'est parce que j'ai un nouveau domaine. C'est un domaine neuf, Google ne lui fait pas confiance, il nous met un petit peu dans un bac à sable, en disant bon, on va attendre de voir ce qui se passe avec eux, est-ce qu'ils continuent de publier, est-ce qu'il y aura des liens via les réseaux sociaux, des choses comme ça. Alors le lendemain, pour pousser un petit peu la chose, alors c'est pas du black hat, mais en tout cas on s'est dit on va utiliser du netlinking, donc des liens externes, pour pousser un petit peu plus tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est un site que j'avais moi. J'ai mis un lien depuis la page d'accueil, depuis la home, en fait, vers le nouveau site, sur son mot-clé exact, et aussi sur son nom. Donc j'envoie un backlink depuis la home. Ma page à moi, où j'ai modifié le contenu, parce que j'ai modifié le contenu de ma page, j'ai rajouté du texte et j'ai rajouté une encre qui renvoyait vers le site Visiter ma famille. J'ai demandé à Google de la revisiter à nouveau pour indexation, parce qu'en fait, Google, il ne va pas visiter ma page tous les jours. Donc je modifie ma page, peut-être que Google, il va le voir dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Donc ce que j'ai fait, c'est cette page-là, j'ai redemandé l'indexation à Google. Le résultat, c'est qu'en 2 heures, en fait, Google avait référencé la page. En fait, c'était une page qui manquait d'autorité, de crédibilité. Le fait qu'un autre site internet qui a un peu de trafic, il mette depuis sa page d'accueil un lien vers ce nouveau site, Google s'est dit, OK, là, je peux lui faire confiance. Et on a accéléré la chose, en fait, en poussant un peu l'indexation de la page qu'on avait modifiée. Donc là, en fait, c'est rigolo et on voit qu'on parle quand même beaucoup d'indexation. En fait, l'enjeu, parce qu'il y a tellement de spam avec les IA, il y a tellement de pages sur le web que Google, il ne peut pas tout visiter. Donc il faut pouvoir dire à Google, coucou, je suis là, j'ai modifié mes pages, il faut venir chez moi. Et ça, on le fait beaucoup. Si on le fait de manière simple via la Search Console, en plus c'est gratuit, donc ça vaut le coup.
deux éléments aussi importants, et là franchement je ne pensais pas que ça performerait aussi fort. C'est pour un cas client qui est dans le e-commerce, en fait dans le sport e-commerce, un des leaders en France dans son domaine. Et ils nous ont contacté, cette boîte, parce que la visibilité, elle stagnait un petit peu. Ils nous disent, ben voilà, il y a un an, on a battu des records en termes de SEO, et puis ben, depuis 6 mois, on ne progresse plus. On est vraiment sur un truc stable. Alors j'ai regardé, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ils avaient plein de backlinks, plein de liens, naturellement, en fait, ils ont une grosse autorité. Ils n'avaient pas de budget aussi, donc je me suis dit, ben, on ne va pas aller sur ce domaine-là tout de suite. Même si ça faisait partie de la reco, ils ont fait des arbitrages et tout, on s'est dit, bon ok, il n'y a pas de budget, on va aller. Ça ne sert à rien, je sais pas, ils ont 2000, 3000 backlinks, leur ajouter des petits backlinks, 5, ça ne serait pas trop utile. Donc on s'est dit, ils ont 182 articles de blog, on va travailler les articles de blog pour aller chercher comme ça des mots-clés SEO. Et la stratégie, ça a été d'optimiser les 30 meilleures pages en SEO et aussi les 30 pires, consacrer du temps sur en fait, le top et le flop des pages. Par rapport à ça, supprimer, réécrire, en fait, il y a eu un gros travail. Au début, moi, je m'étais dit, voilà, les 30 pires, on verra que dans la Search Console, il n'y a pas d'intérêt, je les supprime toutes, et voilà. Et donc, au final, c'est assez dingue ce que ça a donné en termes de visibilité SEO. Donc en fait, on voit là que ça stagnait clairement pendant un temps. Nous, on a travaillé à ce moment-là, en fait. Et après, on est arrivé aussi sur un vrai plateau où on prend juste les clics hors marque, les clics SEO. Donc c'est-à-dire on enlève tout le branding et tous les mots-clés qui contiennent le nom de l'entreprise. Ils ont fait x2 en termes de trafic. En plus sur des volumes qui sont relativement intéressants, en travaillant en fait un peu le ventre mou du site, qui étaient les articles de blog, en se disant on se concentre sur les points forts et on se concentre vraiment sur ce qui ne va pas. Donc ça, c'est aussi l'exemple que, ok, il y a les liens, ok, il y a l'indexation, mais il y a aussi le contenu qui peut être extrêmement fort. Et souvent, ça peut faire partie des quick wins qui vont permettre de gagner des clics par rapport à tout ça. Alors j'en avais parlé, ça fait un petit lien avec la conférence précédente. Ça fait longtemps que je m'amuse avec les Google Local Guides. Là, on va juste parler, on fait un petit aparté avec le référencement local de Google, parce qu'en fait, vous savez, quand vous laissez des avis dans Google Maps, vous laissez des avis, vous modifiez la carte, vous répondez à des questions dans Google Maps et ainsi de suite, Google va vous donner des points. Et donc au fil du temps, je me suis rendu compte que mes photos, que j'avais téléchargées, les photos de resto, vous savez, vous êtes au resto, vous prenez votre plat, vous le mettez dans Google Maps pour le resto avec 5 étoiles. Voilà, c'est ça, en fait, concrètement. Je me suis rendu compte que mes photos, elles performaient un truc de fou. J'ai 42 millions de vues en fait dans Google Maps avec les photos en plus qui sont absolument pas professionnelles là-dedans. Et donc je me suis un petit peu passionné aussi pour l'algo avec Google Maps en se disant en fait c'est quoi l'impact. Alors par exemple quand je laisse un avis dans Google Maps, même s'il y a plein d'avis, Google, comme j'ai eu une activité qui était très forte d'un point de vue quantitatif en fait en termes de volume, il me fait confiance. À tort ou à raison, hein, mais en tout cas, j'ai plein de points dans Google Maps, donc du coup, quand je laisse un avis, je rentre dans le top 3. Quand je mets une image, que ma photo soit belle ou pas, parce que des fois, il y a des belles photos de photographes. Hein. Moi, c'est avec un smartphone comme ça, tiens, ça a l'air bon, je le mets. Pareil, ça rentre dans les Google Images, et puis ça va aussi rentrer dans les photos Google Maps. Et donc, comme j'avais mis ça dans le petit brief de la conférence en disant qu'il y aurait un compte avec 40 millions de vues qui serait partagé dans Google Maps, c'était de vous partager un petit peu cette technique, parce qu'en fait, c'est quoi l'utilité? Si jamais vous avez besoin de laisser des avis, de demander à Google des suppressions, des modifications dans Google Maps, Google il va faire confiance à ceux qui sont actifs. Voilà, c'est ça leur système de points. C'est plus vous êtes actif, plus Google va vous faire confiance. Et donc, l'avantage, c'est que quand je fais des modifications, elles sont prises en compte rapidement par Google. Des fois, si j'ai ma mère qui demande à changer des horaires dans un truc, ça va mettre des plombes où ce ne sera pas pris en compte. Si je le fais, ça va être pris en compte en 1 heure, une journée, 2 jours max, et c'est relativement utile. Voilà. Donc ça, en fait, le secret, il n'y en a pas trop, c'est de la quantité. Plus vous allez poster d'images, plus vous allez mettre
d'avis, de photos et tout, plus Google va adorer. Donc là, j'ai mis 3000 photos. J'ai laissé 600 avis dans Google Maps. Donc, voilà. Et le dernier point, on en avait parlé un petit peu sous forme de blague en apéro SEO. C'était où Dan m'avait demandé en fait, de quoi tu veux parler dans tes astuces SEO, et j'avais dit non, mais en fait la meilleure astuce c'est vraiment d'être terre à terre, quoi. En fait, le SEO, j'ai des clients qui ne connaissent pas le SEO, et en étant pragmatique, ils parlent de leur société, ils structurent bien les textes, ils parlent d'abord d'eux, il y a bien les bons mots-clés dans les titres, en fait ils se référencent et ça marche en fait. Le SEO, ça devient technique surtout quand ça ne marche pas. Et c'est là où on va commencer à se gratter la tête en se disant, ok, c'est quoi? C'est le backlink, c'est le machin, c'est ça? Donc du coup, ce qui va être super important, ça va être de tester, de mesurer et de voir. En fait, moi, ce qui a marché là pour les clients et ce que je vous ai partagé, peut-être que ça ne marchera pas parce que le contexte sera légèrement différent. Le client n'avait pas besoin de backlink, mais il avait plus besoin de contenu. Et d'autres clients ont du contenu, mais il manque d'autorité. Donc après, c'est toujours des petits ajustements à faire par rapport à ça. Et donc, oui, il y a le gros changement en fait qu'elle a avec les IA. C'est vrai que les IA, elles peuvent nous aider, mais le bon sens commercial, quoi, en fait, des fois un peu le bon sens paysan, ça fait aussi le taf. Donc c'est pour ça, des fois, se prendre trop la tête, ça sert à rien. Je pense qu'il faut faire, déjà, il faut essayer, surtout. Tester, mesurer, et puis après, on corrige, et c'est ça en permanence, quoi. Ce qui marchait il y a 10 ans, ça ne marche plus, mais ce qui marchait il y a 20 ans, qui marchait il y a 10 ans, voilà, ça ne marchait plus non plus. Et on est tout le temps en évolution. Et c'est ça, moi, que j'aime bien aussi dans le SEO, et c'est ça aussi que je voulais vous partager aujourd'hui. Les bases restent les mêmes. Après, est-ce que le SEO va être révolutionné? Il faut être pragmatique. Pareil, Google, ils gagnent des milliards avec leur système publicitaire et avec leur système de classement. Ils ne vont pas prendre le risque de tout chambouler du jour au lendemain. Ils vont faire ça par petites touches et puis intégrer ça et puis tester. Des fois, dans les pubs Google, il y a un moment, on les avait sur le côté. Après, on les avait en haut. À un moment, c'était même intercalé dans ça. Google fait en permanence des changements. Donc voilà, nous, notre métier, c'est de nous adapter, mais aussi garder un cap, tout comme les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, il y en a beaucoup ici. Ok, il y a l'actualité chaude, mais il y a aussi un peu la vision à long terme. Et je pense qu'en SEO, on peut continuer assez sereinement d'avoir une vision à long terme, avec le contenu, avec construire son autorité, à être multicanal aussi. Ça joue, hein, les réseaux sociaux, les newsletters, comme c'était dit. Être prêt, travailler un peu, réfléchir, s'amuser avec ChatGPT aussi. Pourquoi j'apparais pas? Mais il n'y a rien à révolutionner, en fait, pour l'instant. Parce que tous les exemples, là, ça date, il y en a beaucoup, c'est de cet été, en fait. Donc, on est en plein dedans. Et dans 6 mois, 2026, on y sera aussi. Voilà. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et autres. On peut rester en contact.